Bonjour à tous, c'est Kevin Morel, chargé de recherche à INRAE. J'ai fait ma thèse sur la viabilité des projets de microfermes maraîchères biologiques. Cette vidéo fait partie des supports de formation qu'on peut utiliser comme ressource pour l'accompagnement des microfermes. Donc, euh, juste Aujourd'hui, je vais vous parler en particulier de comment penser le projet de microferme dans sa globalité, et donc à partir des résultats de ma thèse. Un petit rappel, donc j'ai fait cette thèse sur une vingtaine de microfermes au nord de la Loire, entre 2014 et 2016. Avant de commencer à rentrer dans les données, je vais vous montrer quelques photos de ces microfermes, pour voir que déjà visuellement, on note une diversité, à la fois dans les pratiques culturales, les espaces, le type de travail du sol. Je ne m'étendrai pas sur ces photos, c'est juste un petit avant-goût, une petite mise en, en jambe, on va dire, visuelle, pour voir cette diversité de systèmes. Ma première partie de travail, quand je suis allé visiter ces microfermes, ça a été déjà de comprendre un petit peu quelles étaient les personnes qui s'installaient sur les microfermes et quels étaient leurs choix stratégiques. Alors voilà, maintenant vous avez un petit tableau qui récapitule un petit peu les grandes dimensions de ces 20 microfermes que j'ai enquêtées. Alors je vous rappelle juste la définition que moi j'avais posée un petit peu comme sur les microfermes au départ de ma thèse, c'était de dire c'est des systèmes maraîchers très diversifiés, donc souvent plus d'une trentaine de légumes ou de produits végétaux produites. Et puis les surfaces cultivées en dessous d'un hectare 5 par équivalent temps plein, et donc si on prend ici ce tableau avec les 20 microfermes que j'ai étudiées et qu'on regarde la colonne surface cultivée en légumes, en mètres carrés par équivalent temps plein, ETP, on voit que déjà sur ces 20 microfermes, il y a une grande diversité. On a des microfermes, on est autour de 1250 mètres carrés par équivalent temps plein, et d'autres, on est quasiment à 12 000. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un rapport de 1 à 10 entre les deux extrêmes de cet échantillon. Donc, ce qui montre bien que, voilà, même en termes de surface cultivée par actif, même si on est en dessous de la barre d'un hectare 5, en fait, il y a vraiment une grande diversité qui se traduit aussi en termes de niveau de motorisation. C'est la dernière colonne à droite. Vous voyez qu'il y a des systèmes qui sont que manuels, des systèmes qui sont manuels avec un petit peu de motorisation intermédiaire via un motoculteur ou avec un tracteur. On voit aussi une diversité dans la part des serres. On voit bien, a priori, déjà sur ces quelques chiffres, qu'il y a vraiment des systèmes variables. Et quand même une petite remarque ici, si vous prenez la colonne surface agricole utile, on voit qu'elle est souvent supérieure aux surfaces cultivées. Et ça, c'est important à considérer parce que souvent, dans certains rapports ou certaines références, on donne des chiffres pour les surfaces cultivées, donc c'est intéressant. Mais il ne faut pas oublier qu'une ferme, dans une ferme, il n'y a pas que des surfaces cultivées, il y a aussi des espaces pour les allées, pour les bâtiments, pour éventuellement avoir des engrais verts de longue durée, des jachères, des animaux. Donc il faut être aussi vigilant à ça quand on s'installe, à considérer la surface agricole totale et pas se focaliser trop sur la surface euh, cultivée uniquement. Donc voilà, c'était un petit peu le panorama des 20 microfermes. Et maintenant, je vais rentrer dans le détail sur un échantillon de 14 microfermes. À partir de maintenant, on va se focaliser sur 14 microfermes que j'ai commencé à étudier au début de ma thèse et sur laquelle j'ai mené un travail où, en gros, j'ai essayé de comprendre les choix stratégiques de ces microfermes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par choix stratégique? En agronomie, on différencie souvent différents niveaux de choix. On parle de choix opérationnels, de choix tactiques et de choix stratégiques. Les choix opérationnels, c'est les décisions qu'on prend au quotidien. Est-ce que j'ouvre cette vanne d'irrigation? Est-ce que je plante aujourd'hui? Est-ce que je plante demain? Donc, ça, c'est des choix opérationnels. Les choix tactiques, c'est quand on a prévu de faire quelque chose. On avait dit, voilà, je vais récolter les pommes de terre à telle date, et puis il y a un aléa climatique, commercial, et donc on doit s'adapter, on doit ajuster. Ça, c'est un choix, on va dire, tactique. Et les choix stratégiques, on n'est pas dans cette échelle du quotidien, on est plutôt sur des grands choix qui vont structurer un peu l'orientation de la ferme
sur le sur le moyen voire le long terme. C'est pas des choix qu'on fait tous les 5 matins. Donc c'est le type d'investissement qu'on va faire, c'est le type de commercialisation pour lequel on va opter, c'est le type de mécanisation qu'on va choisir. Donc on voit qu'on peut changer, ça peut évoluer dans le temps, mais ça structure quand même l'orientation de la ferme pendant un moment. Et donc c'est ces choix stratégiques que j'ai commencé à regarder sur ces 14 micro-fermes. Et comment je m'y suis pris? Eh ben, je suis allé sur les fermes, hein, j'ai discuté avec les maraîchers et je leur ai posé des questions, on s'est baladé et c'est à partir de ces questions sur leurs pratiques que j'ai pu dresser un petit peu un panorama des différents choix stratégiques que faisaient les maraîchers des micro-fermes. Donc avant de vous présenter ces choix stratégiques, juste un petit tableau hein, que je trouve intéressant de voir sur les profils humains de sur ces 14 fermes. Donc déjà, on voit qu'en termes de sexe ou de genre, il y a une grande une parité, hein, il y a autant de femmes que d'hommes sur ces micro-fermes. Des profils aussi d'âge assez variés, même si c'est quand même souvent des profils assez jeunes, mais on a des gens qui sont en reconversion tardive et qui sont plus âgés. Et ce qui est intéressant, c'est la troisième colonne hein, qui est marquée Agri et qui indique sur la ferme combien de personnes sont issues du milieu agricole. Et vous voyez que sur ces 14 micro-fermes, il n'y a que 2 fermes où il y a au moins une des 2 personnes qui est issue du milieu agricole. Sinon, le reste du temps, ils ne sont pas issus du milieu agricole. Donc, c'est intéressant de le noter. Hein, et quand on compare aussi par rapport aux professions avant le maraîchage, où on voit des parcours, des profils très variés, on voit bien que ça peut être un atout hein, de ces micro-fermes d'avoir des compétences qu'on a acquises dans des vies antérieures, hein, disons, qui peuvent être utiles, de commercialisation, de gestion de projet, de communication, de bureautique, tout ce qu'on veut. Mais par contre, il y a un vrai défi d'acquérir un bagage, des compétences et des expériences agricoles quand on n'est pas issu du milieu. C'était un petit préambule, mais qui est intéressant, je pense, à signaler. Alors maintenant, passons donc à ces fameux choix stratégiques que j'ai repérés en enquêtant ces 14 micro-fermes. Donc là, je vais vous présenter, je vais balayer un petit peu la diversité de ces choix stratégiques, mais je ne vais pas du tout détailler, puisqu'en fait, le détail, vous le trouverez dans le rapport de diffusion de ma thèse. Donc c'est surtout pour vous inviter à aller piocher, regarder dans ce rapport. Donc ça commence par les choix techniques. On voit une diversité donc, de choix techniques. Et à partir de maintenant, tout ce que vous allez voir sur les diapos, dès qu'il y a un chiffre entre parenthèses, ce chiffre, il faut se dire, bah voilà, c'est sur 14 micro-fermes enquêtées, combien mettaient en avant tel ou tel type de choix. Donc par exemple, si on prend la stratégie d'augmenter la production par unité de surface, hein, ce qui est souvent présent sur les micro-fermes, et ben on voit qu'il y avait 11 maraîchers ou maraîchères sur 14 qui mettaient en avant l'idée de faire des successions rapides de légumes. Il y en avait 12 qui essayaient de faire des légumes à haute densité, mais que 6 sur 14 qui pratiquaient les associations de culture. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer comment lire ce tableau et pour vous montrer qu'il y a, en termes de choix techniques, une diversité de choix techniques possibles sur ces micro-fermes. Pareil en termes d'organisation spatiale et temporelle. Hein. Par là, on entend, bah voilà, est-ce qu'on combine par exemple les légumes avec des arbres dans une logique d'agroforesterie? Est-ce qu'il y a des animaux qui peuvent aussi aller sur les parcelles à un moment donné? Comment on gère l'assolement, les rotations? Hein, est-ce que c'est par famille, par besoin de fertilité, par saison, etc. Comment on gère les rotations et la planification? Donc ça, c'est variable selon les fermes. Et pareil, du coup, je vous invite à vous référer au rapport où je détaille vraiment un petit peu ces différentes notions. On a bien sûr cette diversité également hein, en termes de circuits de commercialisation, de nature des circuits, de combinaison des circuits et des périodes de vente. On voit cette diversité aussi en termes d'investissement. Hein, quelles sont les stratégies d'investissement des micro-fermes? Est-ce qu'on accepte ou pas les aides extérieures, que ce soit les emprunts bancaires, les aides publiques? Est-ce qu'on est plutôt dans une logique d'installation progressive où on réinvestit au fur et à mesure le revenu de la ferme dans l'acquisition de nouveaux matériels et d'équipements? Ou est-ce qu'on préfère emprunter au départ pour avoir tout de suite un outil de travail qui soit fonctionnel? Il y a différentes stratégies et on y reviendra dans la vidéo sur les résultats économiques. Et en termes d'organisation du travail, c'est pareil. Hein. On voit des micro-fermes qui emploient des salariés ou pas, toute l'année ou pas. Et pareil pour le recours à de la main-d'œuvre bénévole, à des stagiaires en particulier. C'est variable selon les micro-fermes.
Un dernier point qui est assez important, hein, qui peut être des fois un peu négligé, c'est ce que j'ai appelé l'ancrage dans le territoire. Ça, c'est important de le considérer parce que souvent, bah, les gens qui s'installent sur des micro-fermes, ils ne sont pas forcément issus du coin, ou alors même s'ils sont issus du coin, ils reprennent une ferme plus ancienne ou ils s'installent sur un nouveau site. Et donc, voilà, en milieu rural, il faut quand même se faire accepter au départ. Et il y a un vrai enjeu de créer du lien avec les voisins, avec les acteurs du contexte local. Et donc, pour ça, moi, si je peux me permettre un conseil personnel, c'est vraiment d'être plutôt dans une posture d'humilité et de dialogue, hein. On voit parfois des gens qui sont engagés sur des micro-fermes, et, par exemple en permaculture, et qui ont, on va dire, une vision un petit peu très très radicale ou surtout très polarisée, de dire ben voilà, nous, avec notre système de permaculture, on est vertueux, on va sauver le monde, et les voisins agriculteurs conventionnels, ils ont rien compris, ils polluent, etc. Donc forcément, clairement, si on arrive dans cette optique-là, on va très vite dans des conflits qui sont souvent très lourds et pas très agréables à vivre au quotidien. Alors que si on est dans une posture plus de dire, bah voilà, moi j'ai fait mes choix, j'ai mes valeurs, et mes voisins, bah, je ne connais pas leur histoire, ils ont aussi leur raison sûrement de faire ce qu'ils font, et il y a peut-être plus d'intérêt à discuter avec eux. En fait, ça peut progressivement quand même se passer mieux, même si c'est pas évident au départ. Et on voit que voilà, des gens qui sont relativement ouverts et bah, arrivent petit à petit à créer des liens avec des voisins, avec des citoyens locaux qui peuvent du coup apporter un certain nombre de ressources matérielles et immatérielles de manière non marchande. Par exemple, des coups de main pour des gros chantiers, des compétences spécifiques. Je ne sais pas, peut-être que moi je ne suis pas très bricoleur ou très mécano, mais j'ai un voisin qui je m'entends bien, qui peut m'aider des fois en mécanique, en électricité, c'est intéressant. Aussi des emprunts d'outils, voilà, si on n'a pas de tracteur mais qu'on en a besoin une fois de temps en temps, bah, on peut l'emprunter à son voisin, on peut éventuellement aussi utiliser des bâtiments qu'il n'utilise plus, on peut se grouper pour la commercialisation, etc., etc. Enfin, il y a un certain nombre de, de leviers et de choses intéressantes à jouer localement, et ça peut se faire uniquement si on arrive à créer des liens. Donc après, ces liens, ils peuvent se faire de manière très informelle, hein, ou de manière plus formelle, en organisant par exemple des journées portes ouvertes, en s'engageant dans des associations locales, etc., en faisant des visites guidées, par exemple. Donc ça, c'est aussi très important, et ça détermine aussi beaucoup de choses. Donc maintenant, on peut passer à ce qu'on appelle les projets de vie et les aspirations. Donc là, je vous ai présenté un peu la diversité des choix stratégiques que j'ai retrouvés sur ces 14 micro-fermes. Et une fois que j'avais posé la question de qu'est-ce que vous faites, hein, quels sont vos choix, à chaque fois, je posais la question de pourquoi vous le faites, quelle est la logique derrière tout ça. Et donc, au fur et à mesure, bah, les agriculteurs, les maraîchers, les maraîchères me parlaient un petit peu de la raison de leur choix, de leurs aspirations. Et à partir de tout ça, j'ai pu faire un peu cette cartographie, on va dire, les aspirations des différentes micro-fermes. Donc encore une fois, le chiffre entre parenthèses, c'est sur 14 micro-fermes, combien ont mis en avant ces aspirations. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que sur les 14 micro-fermes, on avait toujours mentionné des registres de valeurs liées à l'autonomie, au sens et à l'engagement, à la qualité de vie, au revenu et au travail. Donc ça, c'est quand même intéressant, c'est de voir vraiment les micro-fermes, c'était des projets de vie globaux, hein, où il y avait un peu sur un pied d'égalité ces différentes dimensions. Et souvent, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que le revenu et le travail n'étaient pas forcément avaient pas forcément une place centrale. C'est-à-dire que, je prends un exemple concret hein, que je cite souvent, d'un ingénieur informaticien qui en a marre de son boulot et qui décide de s'installer sur une micro-ferme. Bon, bah, souvent, il a quand même conscience que, en étant maraîcher, il gagnera moins en termes de revenus hein, qu'en étant ingénieur informaticien. Donc, ce qu'il va chercher en s'installant sur une micro-ferme, c'est avant tout ben voilà, une qualité de vie, l'autonomie, du sens. Donc ça, c'est important. Il faut que la micro-ferme puisse répondre à ces aspirations, mais en même temps, hein, on n'est pas que pur esprit, il faut qu'il puisse subvenir un minimum à ses besoins matériels, aux besoins matériels éventuellement de sa famille. Et donc, la question, c'est de dire, ben voilà, comment on arrive à la fois répondre à nos aspirations on pourrait dire de plus immatériel, hein, la qualité de vie, le sens, avec des aspirations matérielles. Et finalement, on peut dire que c'est ça la viabilité, hein, que c'est un peu la capacité
d'accorder ces valeurs immatérielles qui sont souvent très très fortes dans les micro-fermes, avec des aspirations fortes, écologiques, sociales, avec ses besoins matériels, en termes de revenus, en termes de travail. Et tout l'enjeu du projet, ça va être un petit peu de concilier ces différents aspects. Et avant de passer à la suite, je voulais juste signaler que voilà, si toutes les micro-fermes mettent par exemple en avant l'autonomie, quand on zoome sur un registre de valeurs, on voit bien que ça prend des formes différentes sur les fermes. Par exemple, l'autonomie, ça peut être plus autonomie énergétique, autonomie matérielle, et essayer d'éviter d'utiliser des intrants qu'on va acheter dans le commerce, l'autonomie commerciale, c'est-à-dire pouvoir commercialiser tout seul ses légumes sans avoir à s'associer avec d'autres, etc., etc. Donc on voit que même si on trouve ces 5 registres de valeurs chez les micro-fermes, concrètement, ça peut prendre différentes formes. Donc voilà, maintenant je vous ai donc dit, il y a une diversité de choix stratégiques sur les micro-fermes, il y a une diversité d'aspirations, mais du coup la question c'est comment on met en adéquation les choix stratégiques et ces aspirations. Et donc c'est là que je vous propose un cadre que j'ai développé aussi dans ma thèse pour un petit peu lire tout ça. Ce cadre en fait se base sur 2 niveaux. Il y a le niveau supérieur qu'on va appeler les déterminants stratégiques. C'est ce qui va impliquer, ce qui va être la raison, la cause des choix stratégiques qu'on va faire. Et puis en dessous, vous avez la brique choix stratégique qui va être un petit peu la résultante de tout ça. Donc, si on prend en haut à gauche dans les déterminants stratégiques ce qu'on a appelé le projet de vie des maraîchers, vous retrouvez un petit peu ces 5 grands registres de valeurs dont j'ai parlé, l'autonomie, le sens et l'engagement, la qualité de vie, le revenu, le travail. On voit bien souvent que au départ, quand on commence à penser à un projet de micro-ferme, on est souvent dans un rêve, au sens, c'est pas négatif, c'est une énergie, on va dire, qui nous anime, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de répondre à ses aspirations, donc on a beaucoup d'exigences sur ces différentes aspirations. Et en fait, quand on discute avec des maraîchers installés ou des porteurs de projets en fin de réalisation de leur projet, on voit bien qu'ils disent, en fait, on ne peut pas tout remplir parfaitement nos aspirations en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des fois des choses qui sont en tension, et il faut accepter de faire ce qu'on appelle des compromis. Alors le mot compromis, ça peut faire un petit peu peur au départ, mais c'est vraiment clé, et tous les maraîchers le disent, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir le projet parfait qui répond parfaitement à toutes nos attentes dès le départ. Ça, c'est impossible. Et donc, il faut en avoir conscience tôt. Et donc, la question, c'est plutôt de se dire quels sont les aspects de mon projet sur lesquels je peux accepter tout le temps ou temporairement d'être un peu moins exigeant. Donc, quelles sont mes priorités? Quelles sont les choses sur lesquelles je ne peux absolument pas revenir? Quelles sont les choses sur lesquelles je peux accepter de faire un peu des compromis? Et ça, c'est un vrai travail et qui est très, très important, en sachant que les compromis, c'est jamais figé. On peut faire des compromis, par exemple, à l'installation, en disant les premières années d'installation, c'est compliqué, donc je vais faire un certain nombre de compromis. Et après, progressivement, une fois que je serai plus à l'aise sur ma ferme, je vais essayer d'améliorer, de tendre plus vers mes idéaux. Mais il faut y aller progressivement, il faut être raisonnable, il faut se préserver. Et il faut mieux aller progressivement, en quelques années, faire évoluer son système vers un horizon, que de vouloir faire quelque chose de parfait dès le départ et de s'épuiser parce que c'est intenable les premières années. Donc ça, c'est très important, cette notion de compromis. Ensuite, il y a la notion d'adaptation par rapport à une situation. Alors, derrière ce mot de situation, il y a différentes dimensions. Il y a les opportunités et contraintes du site en tant que tel, le type de sol, le climat ou la localisation, etc. Les ressources qu'on va appeler humaines et matérielles sur la ferme, je ne sais pas, le parcellaire, est-ce qu'il y a déjà de l'équipement qu'elle a? Opportunité humaine, c'est aussi, est-ce que j'ai des compétences? Est-ce que j'ai avant acquis des compétences, je ne sais pas moi, en arboriculture, du coup, je vais pouvoir mettre des fruitiers parce que je sais les gérer ou pas? Ça peut être aussi des contraintes humaines, est-ce que j'ai mal au genou? Est-ce que j'ai mal au dos? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ça fait partie de la situation qu'il faut prendre en compte. Et aussi sur le territoire. Est-ce qu'il y a un magasin de producteurs à proximité? Est-ce qu'il y a un réseau de citoyens qui peut être intéressé par les AMAP? Est-ce qu'il y a des aides, etc., etc. Donc c'est ça ce qu'on appelle la situation. C'est différentes opportunités et contraintes de là où on va arriver. Et en fait, c'est important de le considérer parce que souvent, quand on fait son projet de micro-ferme, on peut l'avoir mûri avant même d'être atterri dans un lieu. On peut avoir un petit peu un idéal, on peut se projeter sur sa micro-ferme idéale, mais ensuite, on arrive sur un lieu,
Et donc souvent, ça nécessite d'adapter. Voilà, j'avais ce que j'avais prévu, j'ai mon envie, mais il y a la situation. Il y a moi, il y a mes contraintes humaines et matérielles, il y a mon site, il y a mon sol, il y a mon territoire. Et donc clairement, il y a des choses qui doivent souvent bouger, évoluer pour trouver une forme d'adéquation. Hein. Et c'est aussi le principe de l'agroécologie ou de la permaculture, c'est de s'adapter finement à l'écosystème et aussi aux conditions sociales du milieu. Donc il faut être vigilant à ne pas trop se braquer sur un idéal qu'on a si en fait c'est impossible de réaliser cet idéal dans la situation dans laquelle on est. Donc il faut être vraiment vigilant là-dessus. Donc ça c'est la notion d'adaptation qui est très importante. Ensuite, il y a la notion de cohérence hein, qui fait un peu le lien entre le bloc du haut, les déterminants stratégiques, et le bloc du bas, les choix stratégiques, c'est-à-dire en fait, les différents choix stratégiques que je vais faire, les choix techniques, les choix de commercialisation, les choix d'investissement, etc., il faut qu'ils soient cohérents par rapport à mon projet, par rapport à la situation. Et donc c'est ça vraiment qui va faire que le système va tenir. On demande souvent c'est quoi les techniques qui marchent bien sur les micro-fermes ou c'est quoi le type de commercialisation qu'il va faire sur une micro-ferme. On ne peut pas répondre à cette question, malheureusement, parce que ça dépend à chaque fois de ses objectifs propres, hein, de ses projets de vie et de la situation. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais choix en soi sur une micro-ferme ou sur n'importe quel système agricole. C'est toujours la question, est-ce que ce que je fais, est-ce que mes choix stratégiques sont cohérents par rapport à mes aspirations et ma situation. C'est vraiment ça qui est important à comprendre quand on s'installe en agriculture, c'est qu'il n'y a jamais de solution miracle, il y a toujours une réflexion sur est-ce que c'est cohérent. Et une fois qu'on réfléchit à cette cohérence, il faut aussi se noter que les choix stratégiques entre eux ne sont pas indépendants, ils sont interdépendants. Hein, par exemple, si on choisit un type de commercialisation, ça implique des fois certaines pratiques techniques. Ça implique certains investissements, ça implique une certaine organisation du travail. Donc tout est lié dans ce choix stratégique. On ne peut pas juste dire, allez, je fais telle ou telle pratique sans se poser la question de comment on va commercialiser. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, hein, parce que parfois, quand on arrive sur un projet de micro-ferme au tout début, on peut avoir une vision assez naïve et être très focalisé sur la partie technique ou écologique, dire voilà, je vais faire des buts, j'aurai ma grelinette, faire ceci, je vais faire cela. Et c'est bien, mais en fait, il faut ouvrir la boîte, quoi. Il faut dire, oui, mais comment je vais commercialiser, avec quel investissement, quel impact sur mon travail, quel lien à mon projet, quel lien à ma situation. Et c'est tout un cheminement, et c'est vraiment central dans la réussite d'un projet. Donc voilà un petit peu ce petit cadre. Là, je vous ai un petit peu parlé de manière théorique, et juste, je vais vous l'illustrer sur un cas concret pour que vous voyez un petit peu mieux comment on peut lire un peu une micro-ferme à partir de ce cadre. Donc, je vais prendre l'exemple de deux maraîchers. Hein, on va dire que ces deux maraîchers vivent en Lorraine, dans un petit village. Et au départ, hein, leur objectif, quand ils se sont installés, c'est de se dire, bon bah voilà, nous, on sait qu'on va travailler beaucoup l'été en tant que maraîcher, on veut vivre au rythme de la nature, on sait que l'été, ça produit bien, donc ça nous fait pas peur de travailler beaucoup l'été. Par contre, l'hiver, on veut pouvoir avoir du temps pour se reposer, pour marcher, pour voir des amis. On a besoin de ça. Donc dans leur projet de vie de départ, hein, si vous voyez, charge de travail, il y avait l'idée de dire, on veut des vacances d'hiver. Ensuite, ils sont arrivés sur un site. Hein, la mairie d'un petit village leur a accepté de leur vendre un terrain, mais à condition de dire, ok, voilà, on vous vend le terrain. Par contre, nous, on veut faire une AMAP locale dans le village. Donc, on vous vend le terrain que si vous vous engagez à vendre vos légumes en AMAP. C'est dans les opportunités et les contraintes de la situation. Pour eux, c'était pas forcément évident parce qu'au départ, ils n'avaient pas forcément envie de s'engager dans une AMAP parce qu'ils trouvaient que c'était contraignant, il fallait faire des paniers diversifiés chaque semaine, etc. Donc c'était pas forcément leur projet de départ, mais ils ont dû s'adapter, hein, c'est la notion d'adaptation, par rapport au site qu'ils trouvaient bien, au lieu qui était pertinent pour eux. Ils disent bon bah voilà, la condition c'est qu'on s'inscrit dans une AMAP, donc on s'adapte. Par contre, par rapport à leur volonté d'avoir des vacances d'hiver, bon, bah, ils se disaient, ok, c'est bien. Et en plus, localement, en Lorraine, l'hiver est très très frais, hein, c'est une contrainte un peu du site. Donc ça renforce l'idée que peut-être produire beaucoup en hiver, c'est pas forcément si évident que ça. Donc ça renforçait plutôt leur volonté.
Et en termes de choix stratégiques, bon, bah déjà, en termes de commercialisation, ils se sont dit, bon, bah, on va devoir faire des paniers pour répondre à la demande en AMAP, mais on va uniquement vendre d'avril à décembre, hein, dans cette volonté d'avoir du temps l'hiver. Par contre, en termes d'organisation, si on est en AMAP, il faut planifier quand même de manière assez stricte les paniers pour que les gens ils aient pas toujours les mêmes choses dans les légumes. Donc ça demande quand même beaucoup d'organisation d'avoir des paniers diversifiés. Et en termes de travail, d'organisation du travail, c'est un impact fort parce que en fait, si on vend que d'avril à décembre, ça veut dire qu'on doit générer suffisamment de valeur euh, économique pendant une courte période pour vivre toute l'année. Donc ça veut dire qu'on a un pic de travail potentiellement fort en été, même si on se repose en hiver. Et le dernier point important, c'est inscription dans le territoire, c'est que il a fallu faire accepter ce choix, hein, de dire on vend des paniers certes, mais uniquement d'avril à décembre parce qu'on veut se reposer l'hiver. Il a fallu faire accepter ce choix aux Amapiens, hein, parce que les Amapiens, eux, pendant 3 mois, en janvier, février, mars, ils n'ont pas de panier. Donc ça a été l'enjeu d'une négociation avec les Amapiens, de leur faire comprendre pourquoi ce choix et comment on trouve des solutions. Donc ils y sont arrivés. Je continue maintenant toujours sur la même ferme. Les mêmes maraîchers avaient une volonté d'autonomie matérielle, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas, ils voulaient limiter l'achat de fertilisants extérieurs. Et en fait, ça tombe très bien, c'est que comme ils commercialisaient uniquement d'avril à décembre, même si clairement pour vendre en avril, il faut avoir implanté des cultures un petit peu avant, il n'y avait quand même pas énormément de surface cultivée l'hiver. Et donc, ça leur permettait, en termes de gestion technique, d'avoir une part importante d'engrais verts pendant l'hiver sur leur ferme, qui leur permettait de réduire leur dépendance aux intrants. Donc là, on voit bien le lien entre un choix de commercialisation, vendre d'avril à décembre, et un choix technique qui permettent donc d'avoir des engrais verts en hiver pour répondre à une volonté d'autonomie. Donc là, on voit bien les interdépendances. Sur la même ferme, en termes de revenus, hein, ces maraîchers visaient à avoir à peu près 1000 euros net par mois. Et au départ, ils disaient c'est bien, on va pas vendre en hiver trop, donc on va pouvoir limiter notre part de serre et ça va limiter nos emprunts et donc on va plus facilement et plus rapidement pouvoir dégager un revenu. Sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte dans la situation, hein, que les mangeurs des Anapiens, l'été, ils voulaient, comme tout le monde, hein, ce qu'on appelle des légumes ratatouille. Ils voulaient des tomates, des courgettes, des poivrons, des aubergines. Sauf que en Lorraine, l'été, ces cultures, souvent, on les fait quand même plutôt sous serre, hein, sinon c'est compliqué. Donc, pour faire plaisir à leurs Anapiens et puis générer quand même suffisamment de valeur sur cette période d'été, hein, avec ces légumes ratatouille qui sont aussi des légumes assez rentables, et ils ont fait le choix, qui est aussi au début un peu un compromis, hein, d'investir dans plus de serres. Donc paradoxalement, hein, en faisant le choix de ne pas commercialiser l'hiver et en commercialisant beaucoup l'été, où il y avait une forte demande de légumes ratatouille qui se cultivent sous serre, ils ont dû investir dans plus de serres. Voilà. Toujours sur la même ferme, au départ, ces maraîchers ne voulaient pas utiliser de bâches, hein, pour des questions de sens, ils voulaient limiter le pétrole, pour des questions de qualité de vie, en termes d'esthétique, ils trouvaient que les bâches c'était moche, et aussi c'était important pour eux de ne pas avoir de bâches. Mais quand même, ils ne voulaient pas être esclaves de leur travail, ils voulaient aussi avoir du temps pour eux, ils voulaient réduire leur travail, et de fait, en faisant ce choix de travailler uniquement, enfin de produire et de commercialiser uniquement d'avril à décembre, ça a impliqué, comme je vous l'ai déjà dit, un pic de travail fort en été, parce qu'on doit on doit créer la valeur annuelle de la ferme sur une courte période. Donc l'été, c'est vraiment une période critique, donc on travaille beaucoup. Et donc ils se sont dit, bon voilà, on a vraiment un gros pic de travail en été, on ne veut pas non plus se tuer à la tâche, et donc on va faire un compromis, de se dire, ok, on ne voulait pas, mais on va utiliser des bâches sur certaines cultures critiques, surtout ces fameuses cultures ratatouille l'été sous serre, pour limiter le temps de désherbage et pour nous libérer du temps de travail. Donc là, il y avait vraiment un compromis entre leur volonté de limiter le pétrole, l'esthétique, le temps de travail. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce compromis, il peut être temporaire. C'est-à-dire qu'au début, ils ont fait ce choix-là en disant, pour l'instant, on n'arrive pas à gérer l'enherbement d'une autre manière, on n'a pas envie de s'épuiser à la tâche, donc on fait ce compromis.
mais rien ne dit que dans 4 ans, une fois que leur système tourne bien, ils ne vont pas chercher des manières, par exemple, de limiter les bâches ou trouver des alternatives pour limiter l'enherbement. Donc voilà, c'est aussi pour dire, encore une fois, les compromis, ils ne sont pas figés dans le temps, mais ils sont nécessaires à certains moments pour se préserver. Donc, dernière diapo, hein. Si là je remets tout ce que je vous ai dit en même temps sur une même diapo, vous voyez hein, que ça va dans tous les sens hein. Sur cette ferme. Il y a des aspirations de différents ordres, il y a des contraintes, opportunités de la situation, il y a des choix stratégiques de différentes natures qui sont interdépendants entre autres. Et on voit c'est vraiment une toile d'araignée, quoi. Ça, tout est lié à tout. Et encore là, je vous ai juste parlé de quelques points de leur ferme. Mais si on parlait des autres techniques, on pourrait encore et encore augmenter cette vision qu'on a. Et donc ça, on voit bien que c'est un peu une toile d'araignée, hein. C'est compliqué. Et c'est très important, en fait, d'arriver à développer sa vision de cette toile d'araignée, de cette complexité, des liens entre les différents éléments, parce que c'est ça, en fait, qui va faire qu'on va pouvoir avoir un projet de microferme qui va être cohérent et qui va potentiellement être viable. Donc il faut vraiment s'exercer à avoir cette vision globale. Et donc c'est pour ça que je trouve que ce petit cadre qui vaut ce qui vaut, hein, que je vous remets, je trouve que c'est un bon outil pour commencer à s'exercer à cette vision globale. Et donc moi, quand je fais des formations, ce que je propose, c'est par exemple de l'imprimer. Et quand on commence à réfléchir à son projet, c'est de l'utiliser pour noter ces éléments. Voilà, c'est quoi mes aspirations, comment je vois mes priorités, c'est quoi les compromis que je pourrais faire, quelles seraient les contraintes, opportunités du site où je suis ou du site qui serait potentiellement pertinent pour créer un microferme, quels sont les choix stratégiques que je vais faire, quelles sont les interdépendances, etc., etc. Enfin, en tout cas, d'avoir vraiment ce cadre en tête pour réfléchir à son projet, ça peut être utile. Et en fait, pour s'exercer, c'est aussi utile de l'avoir en tête quand on va visiter d'autres fermes. Par exemple, pendant la formation, souvent, on va visiter d'autres fermes. Et donc, quand l'agriculteur, le maraîcher, la maraîchère va nous parler de son projet, avoir ça en tête pour dire ah tiens bim il me parle de ça, après il me parle de ça, ah bah voilà, ça montre bien que il y a un lien entre son choix de commercialisation et son choix technique. Ah là il me parle de cet investissement, ah c'est par rapport à cet objectif. Ah puis là il a fait un compromis. Ah puis au début il avait cette idée de faire ça, puis finalement il a dû s'adapter, etc. Donc en fait c'est intéressant d'avoir cette grille un peu pour vraiment apprendre à un peu naviguer dans cette complexité. Donc, et petit à petit, en fait, c'est comme une gymnastique, hein. On apprend à avoir cette vision globale. Et ça permet aussi d'avoir ce cadre dans la tête, de repérer s'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Par exemple, si pendant, il y a des maraîchers ou des maraîchères qui sont plus ou moins bavards, il peut y avoir des maraîchers qui vont vous parler que d'un point, par exemple de la gestion technique. Et donc, pendant 1 heure, ils vont parler de comment ils gèrent les adventices, etc. C'est très intéressant. Mais si vous voulez vous en inspirer pour concevoir votre micro-ferme, vous pouvez vous dire, ouais, mais attention, il ne m'a pas du tout parlé de sa commercialisation, il ne m'a pas parlé de ses investissements, il ne m'a pas parlé de son organisation du travail. Donc, il ne faut pas que j'oublie que je posais la question. S'il ne le mentionne pas directement, il faut que moi j'ai le réflexe de dire, oui, mais en fait, ok, c'est très bien, tu me parles de ta gestion de l'enherbement, c'est très intéressant, mais comment tu commercialises, comment tu as investi, c'était quoi tes objectifs, quels sont les éléments de ton contexte, de ta situation qui font que ça, c'est possible. Voilà, il faut vraiment arriver progressivement à naviguer dans cette complexité, comprendre qu'il n'y a jamais de solution miracle, que c'est toujours une question de contexte, de situation et de projet de vie. Donc c'est complexe, mais c'est ça aussi qui fait que c'est beau, hein, l'agriculture, c'est qu'il y a toujours des lieux, des gens et de la diversité. Voilà.